Et on vous accompagne avec plaisir lundi 11 juillet, il est 7h. Europe Matin. Thierry Dagiral. À la une, du pain sur la planche pour les députés. Motion de censure de la gauche contre le gouvernement. Peu de chances qu'elle obtienne une majorité. RN et LR ne la voteront pas. Débat animé en vue également autour du premier projet de loi de la nouvelle législature. Le prolongement de l'état d'urgence sanitaire au-delà du 31 juillet prochain. Un texte remanié alors que les cas de Covid explosent à nouveau. Justement, le Covid, épée de Damoclès qui menace le Tour de France. Tous les coureurs ont été testés hier soir. On attend les résultats en ce jour de relâche. Dans la prochaine demi-heure, 7h13 à lire dans la presse ce matin, 7h16 retour sur Actu. En 1987, les premières plongées dans l'épave du Titanic. Et puis 7h22, les compétitions de l'été. On va revenir sur la victoire hier du Serbe Djokovic au tournoi de Wimbledon. Europe 1. Et le journal de 7h vous est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. On va y arriver. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Objectif, endiguer la 7e vague du Covid alors que les compteurs de l'épidémie recommencent à s'affoler. Environ 120 000 nouveaux cas par jour. L'Assemblée nationale examine dès ce soir le projet de loi sanitaire, le premier de sa mandature. Texte qui devrait être adopté malgré la majorité relative du gouvernement, mais qui promet tout de même des débats houleux, Arthur Delaborde. Oui, ce projet de loi a vocation à prendre le relais du régime d'état d'urgence sanitaire qui prendra fin le 31 juillet. Il contient 2 mesures principales, le maintien du système informatique centralisant les résultats de dépistage jusqu'en mars 2023 et l'instauration d'un pass sanitaire aux frontières et pour les trajets entre métropoles et territoires ultramarins à compter du 1er août. C'est ce deuxième point qui devrait susciter le plus de débats dans l'hémicycle. Certains députés dénoncent la stigmatisation des Outre-mer. Les oppositions réclame aussi des éclaircissements sur les critères qui vont permettre d'avoir recours à ce dispositif. Le Rassemblement national et la France insoumise devraient également profiter de l'examen de ce projet de loi pour fustiger plus largement la politique sanitaire du gouvernement. La NUPES a d'ailleurs déjà fait savoir qu'elle ne voterait pas ce texte. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Retour en force du Covid qui menace également le Tour de France. Oui, sur la grande boucle, c'est la hantise des coureurs. Un test positif et c'est la fin de l'aventure. Pour limiter les dégâts, l'organisation dépiste régulièrement. Ce sera encore le cas aujourd'hui pendant la journée de repos à Morzine dans les Alpes, Axel May. Oui, hier soir, à peine l'étape de montagne terminée, les coureurs ont réalisé des tests antigéniques obligatoires avant la journée de repos. L'encadrement des équipes les fera ce matin. En cas de résultat positif, des tests PCR seront effectués. Maxime Bouet est l'un des vétérans du peloton. Si on est positif et qu'on n'a aucun symptôme, franchement, je serais vraiment attristé de rentrer à la maison. Tout le monde en a peur, même dans le staff, parce que le Tour de France, c'est quand même la fête nationale pour un Français. De devoir la quitter parce que juste on a un test positif sans symptômes, c'est dommage. Hier, c'est le grimpeur français Guillaume Martin sans réel symptôme, si ce n'est un petit mal de gorge, qui a été contraint de déclarer forfait. Son équipe Cofidis avait déjà perdu son sprinter Brian Cocard à la veille du grand départ au Danemark, lui aussi positif. Le manager de la formation nordiste, Cédric Vasseur, s'interroge sur le niveau de protection du peloton. On voit aussi d'autres équipes sont touchées. Il faut redoubler de vigilance et du côté de l'organisation, il va peut-être falloir prendre des mesures un peu plus strictes pour protéger les coureurs. Le tour est encore long, il reste 2 semaines. Jusqu'à présent, la protection des coureurs se limite au port du masque pour la presse et pour les officiels qui sont au contact direct des équipes. Axel, mais dans les hôpitaux pour le moment, le nombre de patients Covid se limite à 1 millier par jour, une centaine en soins critiques, indicateur qui pourrait rapidement évoluer. Et bien sûr, pas de quoi rassurer les services d'urgence en grande difficulté. Au moins 120 d'entre eux ont déjà limité leur activité faute de personnel. Et avec les vacances, ça ne s'arrange pas. Pour le moindre bobo, le réflexe, c'est toujours les urgences. En Vendée, on tente d'inciter les malades à ne plus y recourir systématiquement. Désormais, les patients doivent appeler le 15 ou le 116 117 pour prendre rendez-vous. Reportage Charles Guyard. SAMU, j'écoute. Au rez-de-chaussée de l'hôpital de La Roche-sur-Yon, la salle de régulation du SAMU. Qu'est-ce qui vous arrive, dites-moi? Ici aboutissent tous les appels au 15, mais depuis cette année, on peut aussi appeler pour des urgences non vitales. Alors moi, j'ai pas de dentiste à disposition. Ce que je peux faire, c'est créer un dossier, vous passer un docteur qui pourra vous fournir des antalgiques. C'est ce que vous souhaitez? Le médecin en question n'est qu'à quelques mètres de Julien, l'opérateur. Et si la patiente ici a besoin de voir un docteur en vrai, mais qu'elle n'a pas de médecin traitant, alors un rendez-vous lui sera donné dans l'un des 6 centres de soins non programmés ouverts dans le département. Romain Bossis, vice-président de la communauté professionnelle territoriale de santé. Ça concerne les patients qui n'ont pas de médecin traitant ou qui sont de passage sur le territoire et dont le médecin est dans une autre région et qui ont un problème médical aigu. À ce moment-là, ils appellent la régulation au 15 ou au 116 117 qui va
si nécessaire, les orienter vers une consultation de médecine générale. Il n'y a aucune raison qu'il aille aux urgences pour quelque chose qui ne relève pas des urgences. Donc c'est vraiment prendre en charge au bon endroit, au bon moment, par le bon professionnel de santé. Et dans ces centres qui proposent une centaine de créneaux par jour, exercent des généralistes à la retraite et des internes en formation, tous rémunérés à la vacation par l'hôpital. En Vendée, 80 000 habitants, non pas de médecins traitants. La Roche-sur-Yon, Charles Guyard, Europe 1. Et puis, santé toujours. Est-ce que la santé mentale des jeunes salariés est menacée? Inquiétude soulevée en tout cas par cette étude de Malakoff Humanis. Et on y découvre que 56% des jeunes travailleurs se disent épuisés. En 2019, ils étaient 49%. La faute aux horaires à rallonge, à la pression, à la surcharge de travail. Les moins de 30 ans sont ceux qui déposent le plus d'arrêts maladie. 36% en mars dernier. Et de plus en plus pour dépression ou anxiété. Chloé Lagadou. Aller au travail la boule au ventre, c'était le quotidien de Fabien avant son arrêt maladie. Employé dans l'informatique, il ne supportait plus la pression constante. Il a fait un burn-out à 29 ans. J'ai perdu le sommeil, j'ai perdu l'envie d'aller. Par accumulation, ça a fini par exploser. Et ça s'est traduit par j'y vais plus. Je veux plus, je donne plus de nouvelles. J'en ai marre et on s'en veut beaucoup. Le mal-être des jeunes en entreprise est un phénomène global. Gabriella a 26 ans, elle est commerciale et à peine un mois après son embauche, son travail est devenu une source d'angoisse. C'était la première fois de ma vie qu'on me prescrivait un traitement, que ce soit antidépresseur ou anxiolytique. Quand j'en ai parlé un peu autour de moi, à mes copines et tout, je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait beaucoup qui étaient déjà passés par là ou qui se voyaient passer par là pour X raisons. Pour éviter d'en arriver là, une des solutions pour les entreprises serait de repenser leur management, explique Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH. Le modèle un peu classique et je dirais même un peu ringard du management du chef, la nouvelle génération ne le supporte plus du tout. D'ailleurs, la Confédération des PME prévoit de publier un code de conduite aux entreprises pour préserver la santé mentale des jeunes salariés. Chloé Lagadou. L'Assemblée nationale se penche cet après-midi à 16h sur la motion de censure déposée par la France Insoumise contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. Motion qui ne devrait pas être actée puisque LR et le Rassemblement national n'entendent pas la voter. Les débats promettent néanmoins d'être virulents. Europe 1, 7h07, la suite du journal de Fanny Marceau. Au Royaume-Uni, qui pour succéder à Boris Johnson, le Premier ministre poussé vers la sortie? Et la semaine dernière, il a démissionné de la présidence de son parti. Les conservateurs qui veulent rapidement passer à autre chose. 11 candidats espèrent prendre sa place. Anaïs Cordoba, vous êtes notre correspondante à Londres. Y a-t-il un favori parmi tous ces candidats ? Eh bien, les profils sont divers, mais plus de la moitié des candidats sont d'anciens ministres de Boris Johnson, plus ou moins expérimentés. Parmi eux, l'ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, c'est un poids lourd et pour l'instant, c'est le favori. Il est devenu très populaire lors de la pandémie pour ses multiples mesures de soutien à l'économie. Sa particularité, contrairement aux autres candidats, il refuse de diminuer les impôts dans le contexte actuel de crise, comme il l'explique dans ce clip de campagne. Allons-nous confronter ce moment avec honnêteté, sérieux et détermination? Ou allons-nous nous raconter des histoires qui nous réconfortent sur le moment, mais qui laisseront nos enfants dans une situation bien pire demain? Quelqu'un doit se saisir de ce moment et prendre les bonnes décisions. Actuellement, c'est lui qui a le plus de soutien parmi les députés conservateurs et qui est le mieux placé dans les sondages d'opinion face à l'opposition travailliste. Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres. Fanny, on termine avec le sport et les Bleus ES qui entrent dans l'Euro 2022 par la grande porte. La très grande porte. 5-1. Les Françaises ont tenu les Italiennes en respect hier à Rotherham au Royaume-Uni. Colin Abgral. Oui, c'est ce qu'on appelle une entrée en matière réussie. Au New York Stadium de Rotherham, les Bleus n'ont fait qu'une bouchée des Italiennes et l'affaire n'a pas mis longtemps à être pliée. Dès le quart d'heure de jeu, les Bleus mènent déjà 2-0 grâce à Marie-Antoinette Katoto et Grace Gayoro. L'équipe de Corinne Diacre appuie là où ça fait mal. Grace Gayoro, encore elle et Delphine Cascarino font plier les Italiennes. 5-0 et un triplé pour Gayoro à la mi-temps. 2 exploits historiques dans l'histoire des championnats d'Europe. La rencontre étant déjà pliée, la sélectionneuse l'avoue en fin de match. Il n'y avait plus grand-chose à faire. Quand on mène 5-0, on avait tellement tout fait sur la première période que c'était... Voilà, on a essayé malgré tout, mais bon, très satisfaite de ces premiers matchs et de cette première victoire. Au retour des vestiaires, les Bleus vont concéder un petit but sans gravité. Corinne Diacre a pu faire tourner tranquillement son effectif. Le plein de confiance est fait pour l'équipe de France. Score final 5-1. Les Bleus prennent la tête de leur groupe avant leur prochain match jeudi soir face à la Belgique. Colin Abgral du service des sports d'Europe 1. Et c'était le journal de Fanny Marceau. À tout à l'heure, Fanny. Europe Matin.
Ça, c'est la petite musique qui sent les vacances, ça sent l'été. On vous retrouve, Marlène Duré, pour la météo des plages. On va bronzer aujourd'hui partout. Oh oui, complètement. Pas de jaloux aujourd'hui. Les vacanciers et les habitués du bord de mer seront ravis. Et on va commencer par les plages du Nord. Alors, comptez entre 22 et 24 degrés. C'est là-bas où il fait le moins chaud. 23 à Dieppe, la mer est belle. L'eau est à 18 ou 19 degrés. Un petit peu de vent à noter dans le Calvados. En continuant le long de la Manche, une mer peu agitée à Étretat. Belle à Saint-Malo, 19 degrés aussi. Prévoyez 28 à 32 le long de la Manche avant de rentrer dans l'eau. On continue avec les plages de l'Atlantique, 32 à 35 sur le sable. L'eau est à 17 degrés dans le sud de la Bretagne et en Vendée. On dépasse les 20 degrés en revanche en allant vers les Charentes jusqu'à la côte basque, puisqu'elle sera à 21, 22 degrés. Une mer généralement belle. Ça va chauffer. Indice UV 8 à 10 et 10 du côté de Biarritz. Cap sur la Méditerranée, calme généralement. La mer, elle est à 22 degrés au Canet, 25-26 sur la côte d'Azur. Sur le Transat, à l'ombre, comptez 28-29 degrés, indice UV maximal. Et puis on termine par l'île de Beauté qui offrira une eau à 25 degrés du côté de Calvi ou Ajaccio, 26 sur la côte est entre Bastia et Porto Vecchio, température de l'air 30 à 32, indice UV 9 à 10. Belles vacances, mettez de la crème surtout. Merci Marlène, à tout à l'heure. À suivre, notez 2 rendez-vous, à 7h40, on va parler pouvoir d'achat et rentrée scolaire également avec mon premier invité Michel-Édouard Leclerc. Et puis à 8h15, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, sera avec nous pour l'interview politique. Dans un instant, la revue de presse et retour sur Actu, plongé dans nos archives Europe 1. À tout de suite. Thierry Dagiral, votre matinale info sur Europe 1.